Ah ben voilà, une interview qui commence d'une manière un peu originale. En général, c'est bonjour, ça va. Eh bien non, cette fois-ci, avec François Mosqueta, on parle du piano, puisque c'est son boulot. Il va interpréter maintenant pendant quelques jours, puisqu'il est sur la scène du Théâtre Libre, mais pas la grande scène, celle qui est en dessous. Et je l'ai vu hier, et la salle adore. Moi, j'adorais. La personne qui m'accompagnait a adoré. Et donc, parle-nous maintenant, François, de ce spectacle. Et oui, bonjour Guy déjà, et puis bonjour à vous qui regardez. Ce spectacle, c'est le Mozart One Piano Show. One Piano Show, ça désigne presque plus une forme qu'un titre. Et donc, c'est un seul en scène, un one-man show avec le piano au milieu. Voilà. Et donc, dans ce spectacle, je raconte la vie de Mozart. Je raconte des anecdotes sur sa vie. Je raconte aussi pourquoi je joue Mozart, pourquoi on joue Mozart. Voilà, je joue pas mal d'extraits de pièces, des pièces en entier aussi. Pas que du Mozart d'ailleurs, il y a aussi des petites surprises, des petites pépites. Voilà, donc on apprend des choses, on rit, on est ému aussi parfois. Et voilà. Et la salle participe, parce que bon, c'est clair que la salle adore ça. Alors pourquoi Mozart? Ça aurait pu être, je sais pas, enfin je vais pas dire Bach parce que Bach je le vois pas trop au piano. Tchaïkovski, ça aurait pu être. Ça aurait pu être un autre compositeur. Et il s'avère que avant j'avais un autre spectacle sur un compositeur russe qui est un de mes compositeurs préférés qui s'appelle Scriabine. Et donc on est dans un univers harmonique qui est complètement différent. Donc on a des accords qui sont incroyablement riches, très beaux, très développés. Et mais il s'avère que Scriabine, personne ne connaît. Ou très peu de gens. Donc ça intéresse très peu de gens. Donc les producteurs, les programmateurs m'ont dit, écoute, si tu fais ce format-là, disons où il y a à la fois de l'humour, à la fois du récit, des anecdotes, donc quelque chose d'un peu didactique et d'interactif, mais aussi beaucoup de piano, parce que, en fait, dans le Mozart One Piano Show, il y a quand même 40 et quelques minutes de piano. Sur 1h20 de spectacle. Oui. Voilà. Oui, donc il y a même 3 quarts d'heure de piano. Eh bien, ils m'ont dit, si tu fais ça sur un autre compositeur, nous, on est preneurs. Voilà. Et donc, petit à petit, il s'avère que je faisais de la médiation à ce moment-là auprès de petits qui sont très éloignés de la musique classique, et beaucoup plus proche de choses beaucoup moins sympas. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Mozart. Et j'ai reçu un mail d'un directeur de théâtre qui me dit, bon alors, qui avait vu Scriabine, qui me dit, est-ce que finalement tu as un nouveau compositeur? Et un peu au culot, je lui ai dit, ouais, je travaille sur Mozart, alors que j'avais pas écrit grand-chose. Et il m'a dit, bingo, je te programme en saison d'hiver au Théâtre du Chêne Noir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Mais c'est plus facile parce que bon, pour le grand public, on va donner 2-3 noms. Hein. Il y a Beethoven, il y a Mozart, il y a Bach, Chopin aussi. Voilà. Tchaïkovski, non, c'est déjà trop russe, même si le concerto numéro 1 pour piano et orchestre, ça reste un monument. Oui, il y a des monuments. Même le tableau d'une exposition, c'est quand même un monument, même qui est joué beaucoup au piano, quoi. Mais c'est vrai que voilà, pour le grand public, il n'y a pas énormément de noms qui permettent d'accrocher et de faire venir des gens. Et c'est aussi le but du spectacle, c'est de pouvoir offrir ce langage-là au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a touché à la forme du récital, parce que le récital, c'est très liturgique. C'est presque une grande messe avec un pianiste qui est habillé en noir, qui joue, qui salue, qui s'en va. Et donc ça, c'est un code qui met dans lequel les gens ne sont pas forcément à l'aise. Donc ceux qui n'ont jamais été au concert classique, ils ne savent pas quand est-ce que je peux applaudir, quand est-ce que je... etc. Donc en fait, en touchant à la forme et en s'adressant au public le plus large possible, donc pas seulement parce que c'est du Mozart, mais aussi en travaillant sur le rythme, l'équilibre entre le récit
et la musique, voilà comment tout ça se mêle, eh bien ça permet de toucher un public qui est très large, quoi, un grand public. Et il y a autant des novices que des amateurs, que des spécialistes pointus qui vont au théâtre des Champs-Élysées écouter du piano, que des familles, que des gens qui disent bah on est venu un peu par hasard parce qu'on était en week-end à Paris, on a cliqué sur le spectacle. Et en fait moi j'adore parce que tous ces gens-là se retrouvent dans la salle. Et ça faisait partie aussi des objectifs, disons, du spectacle, de réunir ces publics, qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre lui c'est un mélomane, lui qui connaît rien, etc. Non, les gens se retrouvent dans un moment parce que c'est une expérience. L'expérience de cette musique, et comme tous les langages, ça peut être une expérience universelle. Et comment tu as choisi ce que tu vas interpréter? Et est-ce que d'abord c'est tous les sons la même chose ou de temps en temps il y a un petit en plus? Non, c'est très écrit. Parce que, oui, ça sent que c'est bien écrit. Ça, c'est très écrit. Il peut y avoir des petites variations aussi, fonction de la salle, parce que c'est pas le même feeling. Des fois, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes horaires. Voilà. Donc, des fois, il y a plus de familles, des fois, il y a plus d'anciens, des fois, il y a plus de jeunes. Enfin, donc, c'est vrai que il y a des micro-adaptations, mais c'est à la marge. Ça concerne un 0,5% du spectacle. Voilà. Sinon, non, dans ce que je vais jouer, il n'y a jamais de variation, parce que ça nécessite quand même de travailler son instrument, de respecter le texte, de respecter les partitions, ce qu'a écrit Mozart. Voilà. Donc, très peu de variations. Très peu de variations. C'est vrai, quand j'ai commencé, en fait, avant, je me laissais beaucoup de liberté. J'avais une sorte de canevas, et puis, voilà, quand j'avais écrit une première version et tout ça, c'était un peu freestyle. Mais en fait, ça n'est pas possible d'être freestyle, parce que si on veut monter, disons, en exigence et aussi voilà, proposer ce spectacle de plus en plus à un public de plus en plus large, eh ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit très... voilà, et quel est le morceau incontournable? Quel est le morceau que tu dirais, ça a été pour moi la première chose, c'était une évidence? Il y a un morceau qui est assez central dans le spectacle, c'est la sonate numéro 8, et je joue le premier mouvement. Et en fait, c'est un peu le Mozart le plus tragique qui soit. Et pour moi, ça a été un point d'entrée, en fait. Parce qu'avant, Mozart, je trouvais ça trop... ouais, c'est un peu, voilà, on va la cueillette, quoi. Et en fait, dans cette sonate numéro 8... il y a un côté tragique, et ça, c'est voilà, c'est quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise, plus que dans les choses plus candides, plus douces, etc. Je suis plus à l'aise dans des sentiments plus, voilà, parfois plus noirs. En tout cas, ça au début, et ça a été un bon point d'entrée, cette sonate numéro 8, voilà, pour plonger dans l'univers de Mozart, qui était assez étranger pour moi. Dès qu'on arrive, la première chose que tu fais, c'est de donner quelques notes au piano. Oui, ça, je commence par la musique, je finis par la musique. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que les gens arrivent avec ce qu'ils sont, avec leurs émotions, avec leur journée de travail, leur semaine de travail. Ils ont pris les transports, ils étaient sous la pluie. Et en fait, c'est important que psychologiquement, il y ait une sorte de passage pour, ok, on va vivre un moment sympa, etc. Et ça prend 1-2 minutes. Et donc, c'est pour ça que je commence en musique. Et c'est important de repartir avec quelque chose de personnel. C'est-à-dire que à la fin, eh bien, les gens repartent avec des notes de musique qui vont toucher en eux des choses qui leur sont très personnelles, intimes. Et c'est important, je trouve, de repartir avec ça. Et toi, quel est ton incontournable? Mon incontournable. Oui, ce que on peut pas dire un tube, mais quel est le morceau que tu préfères interpréter pendant le spectacle? Ah la sonate numéro 8, ça fait partie, je pense, de mes préférés, mais il y a aussi une pièce très lente qui s'appelle l'Adagio, Adagio en si mineur. Et c'est une pièce aussi en apparence triste, mais dans laquelle il y a une joie qui se dégage. Et ça, je trouve ça assez, voilà, assez sympa, quoi. Pardon. Je trouve ça assez sympa de pouvoir montrer comment quelque chose de très lumineux peut éclore au milieu d'une tonalité très sombre, quoi. Voilà. Oui.
Moi, j'admire parce que bon, je suis incapable de dire où est le do, du ré, du mi, du fa, du sol. Et là, non, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, c'est tout voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait au piano de ma vie et je n'ai jamais réussi à. Voilà. Bon, c'est vrai que j'avais la culture. Tu ne te fâches pas, j'avais plus la culture Sylvie Vartan, Claude François, Sheila que la culture Beethoven, Tchaïkovski et Bach. Bien. Moi, je viens pas d'une famille de musiciens, donc je me comporte comme un néophyte, comme un amateur. Donc quand j'aime une pièce, je la joue, je la rejoue, je la répète, je la partage, je la fais écouter à mes proches, etc. Donc ça m'est pas du tout étranger en fait ce genre de. Non, au contraire, quand on vient d'une culture de la chanson française ou quoi, bah déjà finalement en étudiant la musique classique, on se rend compte que c'est pas si loin. Boris Vian, il a fait une chanson avec la marche turque. Voilà. Les compagnons de la chanson, ont fait qui accompagné Edith Piaf. Une version sur la symphonie numéro 40. C'est Pierrot et Léontine ou quelque chose comme ça. Il y a une dame qui m'a montré ça là justement à la sortie du spectacle. Voilà, donc les compagnons de la chanson ont utilisé du Mozart. Enfin, donc il y a, c'est présent partout. Ah, je vais sortir ma culture. Ouais. Et les frères Jacques. Et les frères Jacques, exactement. Mais je sais pas ce qu'ils ont utilisé les frères Jacques. On a déjà dit, mais j'ai oublié. Oh là 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 là. Donc je peux pas t'aider. C'est un truc hyper connu. Donc et je suis sûr que c'est du Mozart. Certainement. Voilà. Ah ben, mais bon, je me souviens que quand j'étais gosse, voilà, le frère Jacques, bon. Ben voilà, c'est pas si loin. L'autre soir, là, quand j'ai joué, justement, quand je jouais ça, il y a un petit gamin qui disait ah, mais oui, je reconnais, c'est la pub pour Swiffer. Ah, oui. Alors, moi, je trouvais que c'était la meilleure blague du spectacle. Lui, voilà. Mais ça marche en plus, c'est vraiment. Il faut que les gens comprennent ça. Oui. Bah, en fait, c'est un langage qui peut toucher tout le monde. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on continue de le jouer. C'est que c'est pas quelque chose c'est pas une approche qui est muséale, c'est-à-dire, voilà quel est ce langage, voilà comment c'était joué à telle époque. Mais c'est une approche qui est actuelle, de dire, ce langage-là, il peut toucher chacun d'entre nous et on peut se rejoindre dans cette expérience-là. Parce que la forme, elle met à l'aise tout le monde, quoi. Voilà. Si demain tu dois changer d'auteur pour faire un autre spectacle, est-ce que tu as, enfin un compositeur, pas un auteur, enfin l'auteur si, tu peux changer d'auteur aussi, t'es pas obligé de garder ton écriture. Là, tu poses des questions indiscrètes. Non, j'ai des idées, mais je dirai rien, je n'ai jamais rien dit. On me pose la question à chaque fois, mais pour l'instant je dirai rien parce que c'est Mozart. Ah, parce que pour l'instant c'est Mozart et le reste c'est encore... Alors, ton meilleur moment dans le spectacle, avant de laisser nos... Ah, ça c'est difficile, hein. C'est difficile. J'aime bien. Parce que, il y a des moments qui sont, disons, plus dans l'entertainment. Donc les gens rigolent, oui. Les gens... voilà, il y a de l'interaction et ça c'est des moments qui quand sont tu fais se lever la salle. Voilà, il faut pas tout dévoiler. Ah j'ai rien dit, j'ai dit... voilà. Bon... Mais oui, ça fait partie des très bons moments parce que justement il y a des gens qui ont l'air a priori assez sérieux, qui écoutent vraiment très intensément, etc. Et puis qui d'un coup se détendent un peu comme ça. Et ça c'est vraiment toujours très plaisant à voir. Mais il y a aussi à la fin, parce que je joue une transcription du concerto numéro 23, qui est un morceau magnifique, je trouve. Et donc en fait, les mêmes gens qui, en général, ont rigolé très fort, et ben ce sont les mêmes qui, à ce moment-là, pleurent et se laissent aller vraiment à quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, beaucoup plus... Et ça, c'est des moments aussi qui me touchent beaucoup. Voilà. Parce que c'est un gars qui a écrit ça il y a quand même plus de 200 ans. Voilà. Et on se dit, et ça touche des gens là, aujourd'hui, en 2024, bientôt 25, et on se retrouve en fait là-dedans, quoi.
Et donc je trouve que c'est à la fin, voilà, espèce de silence là. Ok, il y a comme une impression de, on a vécu quelque chose ensemble, voilà, d'unique, et c'est super beau. Et à ce moment-là, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour le public. Je sais pas, j'ai vraiment envie de, voilà, dire un grand merci, quoi. Et d'ailleurs, je le fais, je dis merci à la fin. Voilà. Avant que tu nous dises merci, on va nous te remercier. Tu termineras comme tu veux avec quelques notes parce que ça sera ta manière de dire au revoir, donc tu as le choix de maintenant dans ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre du Mozart, mais ça m'étonnerait que tu mettes des Beatles. Donc, on rappelle que c'est au Théâtre Libre. Voilà. Et que c'est de quel jour à quel jour et à quelle heure? Alors, à partir de maintenant, c'est les samedis à 17h et 19h et les dimanches à 15h et 17h. Voilà, je joue 2 fois dans la journée sur les 3 derniers week-ends de décembre. Voilà. Et le prix des places? Ça dépend. Il y a plein de sites de billetterie. Voilà. Bon, donc je vous laisse regarder. C'est pas très cher. C'est pas ma partie. Voilà. Chacun son métier. Il y en a qui font de la billetterie, il y en a qui font de la musique. Moi, je m'occupe de mon piano. Bon, mais je me cache parce que j'ai posé la question qu'il fallait pas. Merci François. Ben, merci à toi. Merci avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux finir par quelque chose? Ah bah, avec plaisir. Eh ben oui, juste une virgule comme tout à l'heure. Une virgule, ou si tu as envie de faire un petit morceau de 30 secondes ou plus, la caméra tourne alors. Ok. Eh ben, cette petite version il y a Fazil C qui est un pianiste international, mondialement connu, qui a écrit une version de la marche turque. Et en fait, à partir de cette version, il l'a twisté un petit peu et c'est rigolo, ça donne ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.